Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Hommage à Paul Ricoeur, hospitalité langagière et mutualité sociale chez Paul Ricoeur, dans la philosophie de Paul Ricoeur. Premièrement, l'hospitalité langagière. Pour Ricoeur est la question de la traduction. Traduire, c'est acquérir une autre langue dans la sienne. C'est aussi s'exiler, se faire autre pour comprendre. Cette hospitalité est paradoxale. Ricoeur l'analyse en l'entendant au-delà du geste de traducteur, transformant la langue étrangère en regard sur l'identité. Cette réflexion s'inscrit dans l'héritage de Paul Ricoeur, dans la longue route à traverser tout l'univers de langue jusqu'au niveau d'une philosophie de langue et de la traduction, à l'école de l'herméneutique et de la philologie ricoeurienne. On propose ici d'établir une relation entre le don de langue en tant qu'élément constitutif de la communauté des parlants et la dette de l'hospitalité langagière, impliquant une forme de responsabilité envers les autres à la fois spécifique et exemplaire. Les trois textes rassemblés dans ce court recueil tentaient d'éclairer la tension qui est au cœur de toute traduction. Le traducteur doit répondre à des injonctions contradictoires, amener le lecteur à l'auteur et amener l'auteur au lecteur. Or, la langue d'accueil oppose autant de résistance à l'étranger que la langue de l'étranger en oppose à la traduction. Le traducteur doit donc faire un véritable travail de deuil et renoncer à l'idéal de la traduction parfaite. Une bonne traduction ne peut viser qu'à une équivalence présumée, non fondée dans une identité de sens démontrable. Vu de manière plus positive, traduire, c'est pratiquer ce que Paul Ricoeur appelle l'hospitalité langagière, où le plaisir d'habiter la langue de l'autre est compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d'accueil, la parole de l'étranger. Que veut dire hospitalité langagière? L'hospitalité du traducteur. L'acte d'accueillir et celui de traduire ont quelque chose en commun, l'accueil. Celui-ci est non seulement la composante essentielle de l'exercice de l'hospitalité, mais il est également présent dans la traduction, car c'est une forme d'accueil d'un texte dans une langue et dans une culture qui ne sont pas celles d'origine. Dans les deux cas, l'accueil présuppose l'existence garantie d'une demeure ou d'une langue maternelle qui appartient à celui qui accueille. En effet, la possibilité d'accueillir un étranger commerce par la demande d'un espace formulé par le visiteur. Où est-ce que je peux être hébergé? L'interrogation présuppose que dans la réponse, il y a un lien essentiel avec l'espace habité, ici et maintenant, par celui qui accueille, auquel son identité est liée. Chacun appartient à une terre, à une langue qu'il appelle ici, constitutive de son identité, dans lequel il peut accueillir des étrangers selon le présupposé qu'elle lui appartiennent. À partir de cet apparent droit de possession grâce auquel le membre d'une même communauté se rendait propriétaire de la terre et de la langue. L'autre est défini par contraste comme le sont liés à un être de passage avec un caractère nomade, synonyme d'éphémère et de transitoire. Son identité négative est déterminée par sa non-appartenance, c'est-à-dire son être non national et non citoyen, qui n'est pas de chez nous et partout ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire un sans loi et sans papier. Toutes les définitions sociales, juridiques, politiques de l'autre font référence à cette dissymétrie intraduisible qui exclut la différence de ce qui est soi.
Sa négativité se renforce du fait que l'hospitalité implique toujours une dépendance. L'hôte de passage dépend de la bonté de l'hôte accueillant. C'est pourquoi l'acte d'accueillir semble avoir comme vocation première l'intégration. Intégrer, c'est soumettre l'autre à moi loi, exiger sa métamorphose, sa transformation, c'est-à-dire exercer d'une certaine manière une violence. En dépit de certains liens étymologiques, l'histoire de l'hospitalité ne semble pas avoir été originairement liée à la volonté de contrôle et de l'intégration, ni à l'exigence du papier, mais à la préservation de l'identité de l'étranger en tant que désir de garder pour soi ce qui est soi. Ainsi, la dépendance implique plutôt de faire un don gratuit de soi. L'hôte accueillant partage avec l'hôte invité le bien qui lui appartenait, sa demeure, sa nourriture, son abri. Il fait un geste d'accueil gratuit par lequel il tend un pont fragile entre deux mondes, le dedans et le dehors, où habiter celui qui appartient et celui qui n'appartient pas, celui qui possède des biens et celui qui ne le possède pas. Un tel passage requiert une invitation car il autorise la transgression de limites sans faire recours à la violence. Pardon. Pardon. Si l'hospitalité n'est ni une intégration ni une intrusion violente, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est admis à l'intérieur d'une demeure ou d'une langue avec la promesse d'un don gratuit? À l'origine du mot, il existe le verbe hostir qui signifie traiter d'égal à égal, compenser. La gratuité du don fait référence au geste de compensation que réalise l'accueillant pour mettre l'invité sur un pied d'égalité. Il essaie de compenser la dissymétrie. Il les protège et partage ce qui lui appartient avec celui qui n'a à l'origine ni place ni possession. C'est pourquoi la charité et la solidarité sont des formes voisines et dérivées de l'hospitalité. Si en ce point on revient sur l'acte de traduire, la fonction du traducteur semble être clairement de celle de l'hôte accueillant. Elle se trouve entre les textes étrangers qu'il accueille et lit et les textes d'arrivée qu'il écrit pour le lecteur, ce qui détermine son caractère de profession invisible. Maintenant, la compensation est l'élément intangible qu'il offre, qui ne concerne pas le fait d'héberger, de nourrir, mais au contraire l'acte d'échanger des paroles, car dans la reconnaissance et la pratique de l'indépassable spirale dialogique de l'acte de traduire et rétraduire, il trouve sa récompense. La traduction acquiert le sens d'un paradigme de l'hospitalité comme modèle de la compensation fidèle à la différence de langue. La tâche du traducteur est de ne pas supprimer du texte sa couleur étrangère. L'accueil hospitalier développe chez l'autre des capacités différentes dont il est aussi capable. Pourtant, le traducteur obtient encore plus comme accueillant. En tant que locuteur d'une langue d'arrivée, il se porte au niveau de la langue d'origine du texte qu'il va en quelque sorte habiter pour le traduire afin de recevoir en retour dans sa langue le message traduit. Le traducteur est une sorte d'étrange accueillant qui, pour accueillir l'hôte, va habiter à l'étranger. La traduction est une forme d'hospitalité
car elle réussit par l'acte d'égalisation à faire se souvenir que l'on a été soi-même étranger. Ce n'est pas le souvenir des faits réels, mais celui de l'exil comme expérience fondatrice, devenu, euh, le fait d'être devenu nationaux selon ce que l'on croit être la plupart des fois. C'est le fait d'être devenu sédentaire pour avoir cru que la langue et la terre que nous donnait l'identité nous appartenaient. Mais la diversité des peuples découvre la violence de l'appropriation première, telle que Rousseau l'a décrivait. Le premier qui, avant enclos un terrain, s'avisa de dire ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. La propriété et l'appartenance à un endroit, exigence apparente pour pouvoir offrir de l'hospitalité, s'est manifestée grâce à la traduction et dans l'acte même de ici. Je t'accueille sous forme d'un mensonge. L'autre étranger questionne le certitude être propriétaire, érigé des frontières, il nous transforme en le premier traducteur de nous-mêmes. Nul n'a le droit de se trouver quelque part plus qu'ailleurs sur terre. On fait face à ce que Ricoeur nomme le fantôme des hasards de sa propre naissance. On aurait pu être de n'importe où, il n'est pas nécessaire d'être d'ici. L'hospitalité de la traduction se heurte à la fragilité de l'identité. Il la déstabilise. Qu'est-ce que nous appartient? À quoi appartenons-nous? L'interrogation se niche dans la réponse de l'autre et met en évidence l'appartenance à l'étranger, parce qu'on n'est propriétaire ni de la terre ni de la langue. En somme, elle découvre sa propre étrangeté et l'absence finale de contrôle, c'est le racine ultime de notre existence. Traduire, c'est sortir pour habiter une autre langue et se souvenir d'un exil, de voir un autre parmi d'autres en apprenant que ce qu'on dit dans sa langue maternelle pourrait se dire autrement dans d'autres langues et même à l'intérieur de sa propre langue. On avance donc dans le trajet de l'inquiétante étrangeté pour découvrir que l'autre différent qu'on accueille sans être notre égal et notre semblable. Deuxième partie de notre intervention intitulée Philosophie sociale, reconnaissance mutuelle chez Paul Ricoeur. Parmi les multiples thèmes qu'il a traités au fil de ses ouvrages, la question du social n'est pas absente de l'œuvre de Paul Ricoeur. Dans nombre d'articles, il a abordé de front à la question de l'être ensemble, songeant parmi plusieurs exemples à certains articles de son premier livre, Histoire et vérité, assez consacré à l'imaginaire social, dont texte à l'action, ainsi qu'à l'idéologie et l'utopie. Un autre exemple, s'il en fallait encore un, peut encore être trouvé dans soi-même comme un autre. Dans ce dernier, le soi n'est pas posé indépendamment des rapports à autrui et aux institutions. Le rapport à l'autre et le cadre d'institutions, juste structure de vivre ensemble d'une communauté historique, et ce qui permet à la capacité d'estime de soi de s'effectuer. Dans l'herméneutique de soi qu'il développe, Ricoeur a donc rencontré à nouveau la question de vivre ensemble. La thèse que nous viendrons défendre dans cette intervention est que bien que la question de l'être ensemble soit bel et bien présente dans l'œuvre de Paul Ricoeur, il manque à ce dernier une véritable philosophie sociale qui puisse rendre compte de la manière dont se constitue le lien social. À nos yeux, nombre de questions sont laissées en suspens. Quant à la manière dont les acteurs se lient et s'engagement mutuellement
dans l'action pour la vie bonne. C'est à partir de la théorie de la reconnaissance mutuelle développée dans les dernières études du parcours de la reconnaissance que nous allons tenter de démontrer cette thèse. Si notre choix s'est porté sur cet ouvrage, c'est parce que d'une part, il constitue une importante synthèse des différents travaux de Ricoeur et que d'autre part, il s'y donne bien à voir le déficit d'une philosophie sociale afin de présenter sa théorie de la reconnaissance mutuelle. Nous passerons d'abord en revue l'interprétation que Ricoeur fait de la théorie de la reconnaissance de Thomas Hobbes et d'Axel Honneth. Si ces deux tours nous semblent indispensables, c'est parce que sa propre théorie est constituée comme une réponse aux questions que soulevaient ces deux théories, de Hobbes et d'Axel Honneth. À la lecture de Hobbes, Ricoeur se demande si un sentiment non moral comme la peur de la mort et le calcul d'individus rationnels peuvent suffire à rendre possible la reconnaissance mutuelle. Il se tourne alors vers la théorie de la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth. Ce qui l'intéresse chez Honneth, c'est le fait que pour ce dernier, nous ne sommes qu'à condition d'entretenir avec autrui des rapports de construction mutuelle, alors que chez Hobbes, la reconnaissance par soi de chaque individu est posée en position de principe. Pour Honneth, la reconnaissance de soi passe par différentes formes de reconnaissance intersubjective. Le sentiment qui motive les acteurs dans la lutte pour la reconnaissance n'est plus alors la peur de la mort comme chez Hobbes, mais le sentiment moral du déni de reconnaissance, le mépris. Ricoeur adhère en grande partie à la théorie d'Axel Honneth. Néanmoins, pour Ricoeur, la théorie de la lutte pour la reconnaissance soulève une question. La demande de reconnaissance affective, juridique et sociale, par son style militant et conflictuel, ne se résout-elle pas en une demande indéfinie, figure de mauvais infini? La perspective d'une lutte pour la reconnaissance interminable ne risque-t-elle pas de susciter une nouvelle forme de conscience malheureuse sous les espèces soit d'un sentiment inguérissable de victimisation, soit d'une infatigable postulation d'idoles d'atteinte. Pour Ricoeur, seul le complément de ce qu'il appelle l'expérience d'état de paix peut éviter que cette lutte interminable nécessite un sentiment de fatalisme ou dégénère en pure violence. Ricoeur voit dans l'échange de dons un exemple de ces états de paix. Pour lui, les échanges de dons sont des moments exceptionnels, hors des relations juridiques et marchandes, où les partenaires de la lutte pour la reconnaissance feraient l'expérience symbolique d'une authentique reconnaissance mutuelle. Voilà, le mot s'écrit. Reconnaissance mutuelle, mutualité. Pour Ricoeur, ces expériences de reconnaissance pacifiée offraient une confirmation que la motivation morale de lutte pour la reconnaissance n'est pas illusoire. Nous terminons en interrogation cette théorie de la reconnaissance mutuelle. Force sera de remarquer qu'un nombre de questions sont laissées en suspens pour Ricoeur. Qu'est-ce qui garantit que les individus vont s'approprier le sens que donne à penser l'expérience symbolique d'état de paix? De plus, l'effet de cette expérience symbolique ne se limite pas aux partenaires de l'échange de dons généreux. Peut-on attendre de ces échanges qu'ils motivent l'ensemble des membres d'une société? Face à ces questions, Ricoeur, sans réelle réponse. À nos yeux, elle pointait dans une même direction une véritable philosophie sociale qui puisse rendre compte de la manière dont le partenaire pour la reconnaissance ses liens et son engagement mutuellement fait défaut à l'œuvre de Paul Ricoeur. Mais que veut dire la théorie de reconnaissance mutuelle chez Paul Ricoeur? Qu'est-ce que Ricoeur entend
concrètement par état d'épée. Par état d'épée, il faut entendre une expérience symbolique de reconnaissance mutuelle pacifiée. Ricoeur voit dans l'échange de dons un exemple des expériences. Arrêtons-nous quelque peu sur les deux éléments de cette définition, le symbolique et le P. Chez Ricoeur, la finalité du symbolique est de nous donner à penser. Si joue un phénomène d'innovation sémantique pour saisir l'ampleur de ce phénomène, un détour pour les travaux que Ricoeur a consacrés à la métaphore et au récit, de fenêtres ouvertes sur l'énigme de la créativité s'impose. Quand le poète dit la nature est un vivant temple ou des vivants piliers, il opère une attribution impertinente. Dans cette prédication bizarre, la métaphore est l'effet de sens requis pour sauver l'appartenance sémantique de la phrase. En produisant cette métaphore, malgré la collision sémantique entre les termes, il crée une nouvelle pertinence sémantique, une parenté est visée entre les deux temps qui littéralement restaient incompatibles. Dans la métaphore, l'imagination produit un sens qui donne à penser. La métaphore est vive en ce sens qu'elle inscrit le long de l'imagination dans un pensée plus au niveau du concept. Une métaphore vive fait émerger des sens. L'opération de mise en intrigue est également le théâtre d'un phénomène de création de sens. Lorsque nous racontons une histoire, nous ne nous contenons pas de rapporter des actions qui se succédaient les unes après les autres. Une histoire est davantage que l'addition de différents événements. L'intrigue tire une totalité sensée de divers incidents. Elle fait médiation entre des événements ou des incidents individuels. Est une histoire prise comme un tout. La signification de ceux-ci provient alors de leur contribution à l'avance de l'histoire. En outre, la mise en tri compose ensemble des facteurs aussi hétérogènes que des agents, de buts, de moyens, des interactions, des circonstances, des résultats inattendus, etc. En composant des concepts hétérogènes dans une même intrigue, la configuration narrative rend concordante les discordances. L'intrigue ne rapporte pas des faits à la manière du discours descriptif. Elle ne reproduit pas la réalité, elle produit du sens. Le récit est donc une mimésis créatrice. Elle produit l'agencement des faits et rend concordantes les discordances. Ricoeur parle de l'opération de mise en trigue comme des synthèses de l'hétérogène. Tant dans la métaphore que dans la mise en trigue, l'imagination est créatrice. Elle produit de sens et ne se limite pas à reproduire la réalité. Il nous faut encore préciser la nature de cette création. S'il s'agit bien d'un phénomène d'innovation sémantique, il ne faudrait pas cependant en limiter la portée au seul du domaine langagier. L'innovation ne se borne pas à l'élargissement polysémique d'un mot et à l'enrichissement d'une tradition narrative. Pour Ricoeur, loin de se contraindre au seul monde de la fiction, le sens produit par l'activité narrative ou par l'énoncé métaphorique réfère au monde du lecteur. La métaphore et le récit ne se donnaient à penser de manière d'être au monde possible. En ce sens, n'est-ce pas, la fonction de la poésie est susciter un autre monde, un monde autre qui correspond à des possibilités autres d'exister, à des possibilités qui soient nos possibles les plus propres. L'expérience au autre monde ne doit pas ici prêter à confusion. Il ne s'agit pas de quitter le monde réel pour se réfugier dans un monde imaginaire. Le potentiel sémantique libre d'un texte poétique ne voit pas, faut-il y insister, à un autre monde, mais à des possibilités de ce monde-ci qui laisse non actualiser l'interprétation des termes de langage par leur assignation à des objets déterminés et des classes définies. Interprétation imputable à notre façon spécifique, technique, disons, manipulatoire de nous rapporter au monde.
Pour bien saisir le rapport spécifique du discours poétique au monde, il faut prendre conscience que pour Ricoeur, nous sommes toujours dans un monde qu'on ne peut embrasser totalement de regard. Un monde qui ne laisse pas considérer comme entièrement déterminé. On retrouve ici la notion gadamérienne d'appartenance. Il ne faut pas chercher sous le titre de sphère d'appartenance une quelconque expérience sauvage qui serait préservée au cœur de mon expérience de culture, mais un antérieur jamais donné. Ricoeur rapproche cette notion d'appartenance de l'ontologie heideggerienne. Heidegger exprime cette appartenance dans le langage de l'être au monde. Les deux notions sont équivalentes. C'est bien l'être au monde qui procède la réflexion. Le discours poétique nous permet de porter au langage cette expérience d'être dans le monde. En abolissant la référence à la réalité donnée, il libère un plan de référence plus fondamental. Euh, Suspend le monde des objets manipulables, il atteint le monde au niveau de Husserl, désigné par l'expression d'expériences vécues. Heidegger par celle d'être au monde. Ce qui est alors à interpréter dans un texte, c'est la proposition d'un monde que je pourrais habiter et dans lequel je pourrais projeter mes pouvoirs les plus propres, les plus propres. La lecture du texte poétique résignifie mon expérience d'être dans le monde. Comprendre ces textes est interpolé parmi les prédicats de notre situation toutes les significations qui, d'un simple environnement, font un monde. Ricoeur, maintenant, il parle dedans. Pour Ricoeur, c'est que ces expériences donnent à penser si vivre ensemble pacifié. Qu'entend-il par paix? Par paix, il entend l'amour, au sens du concept d'agapé. L'agapé est un amour qui ignore le calcul et la comparaison. Les dons sont attente de retour. L'amour se distingue par surabondance de sa générosité. Il relève ce que Ricoeur appelle la logique d'excès ou logique de surabondance. Ricoeur l'oppose à la justice. Cette dernière justice ressortit à ce qu'elle appelle la logique d'équivalence. Ainsi, la justice distributive a pour finalité de donner à chacun sa part, suivant un objectif d'égalité proportionnelle, de même que la justice corrective cherche à rendre la peine proportionnelle au délit. Ricoeur souligne la disproportion qu'il existe entre ce qu'il appelle la logique excessive de l'amour et la logique d'équivalence de la justice. Il peut sembler étonné que Ricoeur définisse l'état de paix par l'amour, en opposition à la justice. La justice ne vise-t-elle pas, elle aussi, à suspendre la dispute? N'a-t-elle pas pour but de mettre fin à la violence? C'est sur ce point, la position de Ricoeur et son appel. Et si l'arrêt de la dispute est le premier critère de l'état de paix, la justice ne passe pas le test. La justice ne cherche pas à épuiser la dispute. Au tribunal, la dispute est tranchée, mais elle est seulement soustraire à la vengeance sans être rapprochée de l'état de paix. Le juge, par son verdict, impose un arrêt à l'échange d'arguments sans qu'il soit mis fin à la dispute. Nous soutenons la thèse que pour que la justice reste une réponse violente face à la violence. Pour comprendre cette importante thèse, il peut être éclairant de se rapprocher, de se rappeler une leçon de l'herméneutique. L'interprétation est un processus ouvert qu'aucune vision ne conclut. La leçon herméneutique. Oui, ce caractère infini de processus d'interprétation, nous avons tout fait l'expérience lorsque nous relisons un texte que nous avons déjà lu. Le relecteur rapporte cette expérience d'un retour sur ce qui est connu et pourtant nous fait découvrir de nouvelles choses. Nous faisons l'expérience de nouveaux sens toujours possibles.
nous pouvons porter notre attention sur des épisodes de l'histoire que nous avions passés. Ce silence donnait un autre sens à l'histoire prise comme un tout. De même, en connaissant le point final de l'histoire, nous appréhendons différemment le détail de l'intrigue. Interpréter un texte est donc une opération qu'il est toujours possible de reprendre. Le cercle hermétique entre le parti et le tout d'un texte peut toujours être relancé, ce qui se fait dire à Ricoeur que dans le travail de l'interprétation, il n'y a pas de place pour un dernier mot. Oh, si l'on est un, nous lui donnons le nom de violence. Lorsqu'il pose son verdict, le juge met ainsi fin ça avec violence. Mais même si c'est une violence légitime au conflit des interprétations, le juge ne se résout pas à ce conflit et impose un arrêt armé par la légitimité et la force publique. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que pour Ricoeur, le juge est porteur non seulement de la balance, mais du glaive. C'est-à-dire que la justice reste une réponse violente à la violence, que sa forme la plus mesurée, la plus légitime. La justice est déjà une manière de rendre le mal par le mal. Renvoi plus fondamental chez Ricoeur au fait que la morale ne constituerait qu'une effectuation limitée, quoique légitime et même indispensable de la visée éthique. La visée éthique est toujours un excès par rapport à ce que permet d'atteindre l'action morale. Entre la médiation des règles, la morale, et sa finalité, la visée éthique, la disproportion est manifeste. C'est la raison pour laquelle la vie morale reste intrinsèquement conflictuelle. Dans la neuvième étude de soi-même comme un autre consacre à la sagesse pratique, Ricoeur aborde différents conflits qui peuvent être rencontrés lors de l'application de normes. Il ne faudra pas limiter ce conflit à des problèmes de motivation et de prise en compte du contexte d'effectuation de normes. Au cours de l'application de normes, des conflits peuvent apparaître entre la visée éthique et la norme morale. Ce qui se donne à voir dans ce conflit, c'est l'exigence infinie de la visée éthique que la norme a pour tâche d'effectuer. C'est ce qui fait le caractère, c'est ce qui fait le caractère tragique de la vie morale. C'est la visée éthique et la finalité de la morale euh, qui, quand elle est une médiation indispensable de celle-ci, elle constitue également une fin hors de portée de la morale. Soutenir que la justice reste une réponse violente face à la violence signifie donc, s'ils vivent ensemble pacifiés, et la finalité de la justice, il doit se comprendre comme une idée limite, atteignable. Lorsque Ricoeur affirme que la lutte pour la reconnaissance est interminable, il faut donc dire que la reconnaissance mutuelle est un idéal qui guide la lutte pour la reconnaissance, mais qu'il ne peut pleinement être atteint. On comprend mieux maintenant pourquoi Ricoeur entrevoit dans le caractère interminable de la lutte pour la reconnaissance le risque de la génération d'une nouvelle forme de conscience malheureuse. Face à une reconnaissance mutuelle qui reste un idéal, les individus ne risquent-ils pas de s'abîmer dans le désespoir plutôt que de préserver dans la lutte pour la reconnaissance? C'est à cette forme de conscience malheureuse que peut répondre pour Ricoeur l'expérience symbolique d'état de paix. Celle-ci nous donne à penser la paix au sens excessif de l'agapé comme de l'amour, comme un horizon possible de la lutte pour la reconnaissance. Les gestes d'amour sont comme des discours poétiques qui nous donnent à penser un vivre ensemble pacifié comme proposition de monde possible. Ricoeur attend de tels gestes qu'il nous relevait la paix comme un horizon possible qu'il transformait le fatalisme en espoir. Précisons d'emblée que Ricoeur n'insinue pas qu'il faille remplacer la justice par l'amour. Prendre l'exceptionnel, l'amour pour loi ne pourrait conduire qu'à l'injustice. Quelle loi pénable et en général, quelles règles de justice pourraient-elles être tirées d'une maxime d'action qui érigeait la non-équivalence en règle générale?
Quelle distribution de tâches, de rôles, d'avantages, de charges pourrait-elle être instituée dans l'esprit de la justice distributive, selon Jean Rawls? Si la maxime de prêter sans rien attendre en retour était érigée en règle universelle, si le supramoral ne doit pas virer au non moral, voire à l'immoral, par exemple à la cour disent il faut passer par le principe de la moralité. Ricoeur n'attend donc pas que l'amour prenne la place de la justice. Face aux injustices, la justice reste nécessaire. Il attend plutôt de l'amour qu'il nous motive à persévérer et à croire en la justice. Pour Ricoeur, mise en relation dialectique avec la justice, l'amour demande non pas moins de justice, mais davantage de justice. Il lui adresse un commandement aller jusqu'au bout d'elle-même. L'amour presse la justice d'élargir le cercle de la reconnaissance mutuelle. Si cette proposition de recueil a le mérite de tenter d'abord de front le problème du caractère interminable de la lutte pour la reconnaissance, force est de constater qu'elle n'est pas sans soulever nombre de questions. Qu'est-ce qui garantit que l'effet de l'expérience symbolique transformera les individus qui prenaient part à la lutte pour la reconnaissance? Peut-on attendre des échanges de dons généreux qu'ils motivent l'ensemble des membres de la société à devenir des partenaires de la reconnaissance? Un point de convergence peut être relevé entre toutes ces perplexités. Il nous semble qu'elles renvoient toutes à une question qui n'a pas été réellement traitée par Ricoeur, à savoir celle de la performativité sociale de l'expérience symbolique de reconnaissance. Nous terminons cette intervention en passant en revue les questions que soulève la proposition de Ricoeur, afin de montrer qu'elle renvoyait au déficit d'une philosophie sociale capable de rendre compte des conditions de la performance sociale des expériences symboliques de reconnaissance. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. C'est un hommage à Paul Ricoeur, hospitalité langagière et sociabilité mutuelle. Voilà, merci bien de votre attention. Au revoir.